aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne Raoul qui va nous parler de son livre Mon bref passage dans l'autre monde, publié aux éditions Le Duc et dans lequel elle relate son EMI. Bonjour Fabienne. Bonjour Florinette, merci de ton invitation, heureuse de te rencontrer. Oui, moi aussi, je suis vraiment très heureuse de pouvoir discuter avec toi de ton expérience, qui est donc ton expérience de mort imminente, qui en fin de compte est survenue il y a déjà 16 ans, le 10 février 2004. J'ai pensé à toi hier, parce que je me suis dit, ça fait presque jour pour jour que cette expérience est survenue dans ta vie. Et donc, elle est survenue à ton travail. C'est ça. C'est ça, exactement. Alors, tu as tout à fait raison. Hier matin, précisément, ça faisait 16 ans. Voilà. 16 ans que j'ai passé dans l'autre monde, ce que Rémi Chauvin m'a décrit comme l'autre monde. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors effectivement, pour te relater un petit peu cette expérience, donc moi j'étais, alors à l'époque j'étais encore ingénieure. Donc, j'ai une formation d'ingénieur sciences et génie des matériaux et donc je travaillais dans le domaine de l'ingénierie nucléaire. Et en fait, j'étais en formation avec des collègues et en fait, je me sens pas bien. Je suis prise subitement de nausées et de suées assez fortes. Et en fait, j'ai même pas le temps de me dire je vais aux toilettes tout simplement pour vomir, que je suis en fait, j'ai perdu connaissance. Sauf que, alors c'est drôle parce qu'on dit souvent perdre conscience, perdre connaissance, sauf que moi, ma conscience, elle n'était pas perdue du tout. C'est ça qui est assez drôle, c'est que je suis, en fait, instantanément, si tu veux, j'étais debout et je suis passée dans un ailleurs. Un ailleurs qui était blanc, qui était lumineux, qui était dans une autre réalité, en fait, qui n'avait pas du tout de limite. Et je me suis dit, alors ça peut paraître bizarre, mais tout naturellement, je suis morte. Ouais, c'est ça qui m'a vraiment étonnée, c'est que déjà, tu es passée dans cet ailleurs sans aucune transition, parce que tout à fait. Dans les expériences de mort imminente, il y a le tunnel, il y a, on va dire, une sorte, pas de protocole, mais il y a quand même toujours un peu la même chose qui se répète, le tunnel, la révision de vie et tout ça, que toi, tu as vraiment basculé dans cet ailleurs, comme tu dis. Et c'est ça qui est vraiment étonnant. Moi, ça m'a étonnée dès que j'ai lu ça. J'ai dit, tiens, parce qu'en plus, c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est quand même, tu aurais pu te dire, mais qu'est-ce que je fais là? Alors que pour toi, c'était, ouais, je suis là, quoi. Ah, mais oui. C'est ça qui est étonnant. Oui, mais c'est ça qui est très surprenant. Oui, c'est très surprenant. Alors, il y a deux choses, effectivement, dans ce que tu dis. Le fait que la plupart, parce que du coup, je m'y suis intéressée aux EMI, effectivement, qu'est-ce que c'est et Raymond Moody et puis d'autres expliquent qu'effectivement, on passe d'abord par une sortie de corps, ensuite il y a le tunnel, l'accueil par des défunts, on se retrouve voilà, il y en a qui vont même décrire des paysages, etc., etc. En tout cas, un endroit plein d'amour. Et moi, effectivement, j'ai zappé, j'allais dire, ces premières étapes pour me retrouver directement face à des personnes qui m'attendaient, des êtres, dans un espace blanc lumineux et tout plein d'amour. Et j'étais baignée, j'étais emplie d'amour, de cet amour qui n'a pas de réalité, j'allais dire matérielle, dans notre vie de tous les jours ici en tant qu'être humain, en fait. Et effectivement, ce qui était surprenant, c'était ce sentiment de se dire je suis morte et d'en avoir conscience, j'allais dire, et de dire j'ai pas peur, je suis bien, quoi. Alors ça, je sais que c'est très 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 surprenant d'entendre ça. Pourtant, c'est moi ma réalité. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu et je n'avais absolument aucune peur. C'était presque naturel. Presque naturel. Mais complètement. Et c'est ça qui est assez. Ouais, oui, pardon. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que déjà tu te dis, ça y est, je suis morte. Ça m'a fait aussi penser à Nicole Dron qui disait, ça y est, ma fille, tu es morte. Comme si que quelque chose savait en nous qu'on partait. On partait pour cet ailleurs, on était ok, maintenant je suis morte, et comme si que quelque chose se souvenait qu'on avait déjà vécu ça. Enfin, moi, c'est un petit peu le sentiment que j'en ai quand je lis ça. Oui.
Oui, mais c'est ça. C'est marrant, c'est que tu en parles parce que tu mets des mots sur un ressenti que j'ai jamais exprimé. Donc, merci. C'est vrai qu'il y a une sensation de déjà vu, quoi, de dire bah, je reviens à la maison. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis, hein, je revenais à la maison, je revenais chez moi. Donc, on ne se sent pas, c'est pas dans un lieu qui est inconnu. C'est un lieu qui est familier finalement. Ce sentiment de revenir à chez soi, à la maison, enfin, c'est bon, quoi. Et c'est naturel. C'est ça qui est étonnant. Ça Ah qui oui, est très étonnant. étonnant. Ah, ouais. Moi, c'est toujours ça qui m'étonne. Et puis, parce que surtout, Oui. en plus, toi, ben, je ne sais pas si tu t'intéressais, non, tu dis que tu ne t'intéressais pas aux expériences de mort imminente. Avant, peut-être que même en tant qu'ingénieur, peut-être que tu prenais ça pour des hallucinations. Et de se dire tout naturellement, tu as accepté, pratiquement, tu n'as pas rejeté cette expérience. Tu t'es laissé accueillir, tu t'es laissé baigner par cet amour. Et c'est ça aussi qui est assez étonnant, je trouve, voilà, en tant qu'ingénieur, assez sûrement matérialiste, parce qu'en fin de compte, ça n'a pas dû être évident non plus pour toi après. Non, alors effectivement, j'allais dire que pendant que j'étais dans cette autre réalité, dans cet autre monde, là on oublie le fait que je suis ingénieur, que je suis etc. C'est tellement puissant que ça t'enveloppe et que tu n'es plus qu'un être humain. Tu n'es plus oui, un être, un vivant qui est attendu. Donc on s'en fout, ingénieur, on s'en fout de ton niveau social, on s'en fout de ta culture, on s'en fout de tout ça. Tu es un être vivant, attendu, qui revient à la source. Euh, Après, par contre, oui, quand tu reviens dans la matière et que là, tu as ton cerveau à nouveau qui se dit non, mais attends, qu'est-ce que j'ai vécu? Parce que moi, je suis passée. Alors, c'est sûr que là, on est 16 ans plus tard, j'ai du recul, j'ai essayé de comprendre. Enfin, voilà, le temps m'a aidé aussi hein, à accepter et à intégrer tout ça. Mais faut bien s'imaginer que quand tu vis ce truc-là, tu reviens après, tu te dis mais je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as ton cerveau rationnel qui essaie de revenir en disant bah, tu as eu une hallucination au cerveau, tu as un manque d'oxygène, donc hallucination au cerveau. Et là, tu dis non, non, tu as l'autre partie de toi qui dit non, 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 non. Ma réalité, celle que je l'ai perçue, c'était beaucoup plus réel que là, notre vie tous les jours. Donc, c'est pas possible. Il y a un décalage qui s'opère en toi qui fait que moi, en tout cas, ça a créé ma quête de compréhension. Et j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui s'était passé, essayer de mettre des mots dessus et de me dire, mais en fin de compte, ce qu'on apprend à l'école eh ben, n'est pas du tout j'allais dire, je ne vais pas dire la vérité, c'est pas ça. Parce que la vérité, il y en a probablement une infinité. Mais ce n'est pas tout à fait juste. Voilà. Il y a plein de choses qu'on ne nous apprend pas à l'école. Et on a tendance à scinder hein, la biologie, la chimie, la conscience d'autre part, la philo, la machin et tout, alors qu'on parle finalement de la même chose, mais avec j'allais dire, des approches un petit peu, des points de vue différents. Quoi. Voilà. Donc, oui, donc je me suis rentrée dans une forme de compréhension. J'avais besoin de ça. Et effectivement, comme tu l'as dit justement, ma vision matérialiste s'est cassée la figure parce que par l'expérience, tu te rends compte que ce qu'on t'a inculqué était basé que sur des hypothèses. Et Mario Beauregard, d'ailleurs, il explique très bien, hein, la science post-matérialiste, c'est ce qu'elle dit. On s'est basé pendant des années sur uniquement des hypothèses de la matière. La matière, ben, on se rend compte quand on est infiniment petit que c'est pas tout à fait de la matière. Voilà. Ben non, voilà. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui on arrive. Pardon, j'ai tendance à parler beaucoup, mais je pense que tu as plein de questions. Très bien, non, vas-y. Le contraire, vas-y. Non, et ce qui est bien, c'est qu'en plus, toi, étant ingénieur en secteur nucléaire, en fin de compte, il y a quand même un lien avec cet infiniment petit que tu as pu retrouver aussi. Oui, mais c'est ça qui est assez marrant, c'est que moi j'ai choisi mes études, je voulais travailler dans le secteur de l'énergie. Pendant mon école d'ingénieur, j'avais fait des études de stage en fait au CNRS, au CEA, notamment sur les supraconducteurs. Et ensuite, effectivement, je me suis rentrée dans une grande entreprise de l'ingénierie nucléaire française. Et pour moi, j'avais l'impression de comprendre la matière et donc comprendre le monde en étudiant les matériaux, en faisant de l'expertise, etc. Donc, peut-être quelque chose en moi me disait, il y a un truc à comprendre là-dedans. Voilà. Et je me dis que aujourd'hui, ça fait sens, mes études, finalement, avec ce que j'ai pu expérimenter.
C'est ça qui est assez marrant. Des fois, je me dis, mais comme si c'était, je ne vais pas dire organisé par là-haut, mais voilà, il y a quelque chose d'assez… Et on se dit quand même c'est prévu, il y a quand même quelque chose de prévu, parce que même après, je veux dire, tout ce que tu as vécu après, comme tu les appelles, les bizarreries, il y a quand même des synchronicités incroyables. Oui, Incroyables. oui, énorme. Et celle la plus marquante, enfin j'en ai vécu d'autres, mais j'aime bien donner celle-là en exemple, c'était justement un an plus tard, donc on est en août 2005. Et en fait, au travail, je discute avec une collègue avec laquelle j'ai l'habitude de travailler, qui s'appelle Florence. Elle doit en avoir marre, je parle d'elle, mais bon. Et ingénieure chimiste, qui était dans un autre service. Et en fait, je me sens suffisamment en confiance pour lui parler de mes bizarreries, quoi, mon expérience, mon EMI, et puis les infos que je reçois, enfin, que je ne contrôle pas, qui viennent. Et là, elle me dit, bah, écoute, écris à mon grand-père, tu sais, il est scientifique, il est comme nous, mais il s'est intéressé à ces phénomènes-là. Et là, elle m'écrit, et moi, je me dis dans ma tête, bon, son grand-père, il doit être bon. Puis j'imaginais quelqu'un de vieux. J'avais tout un peu un a priori, je dois avouer, en me disant, mais qu'est-ce qui peut m'apporter bon. Et puis là, elle m'écrit ses coordonnées sur un post-it. Et là, je vois Rémi Chauvin, ses coordonnées, son téléphone. Et chose qui est incroyable, c'est que 15 jours avant, j'avais lu le bouquin de Rémi Chauvin. Alors, Rémi Chauvin, c'est un professeur en biologie qui est décédé il y a quelques années maintenant. Ah, super, il y a la photo. Je la vois, c'est bon. Ouais, super. Et effectivement, qui a travaillé à la Sorbonne, qui était vraiment une tronche, j'allais dire un ponte, quoi, un petit peu en la matière, et qui s'est intéressé à ces phénomènes-là. Et d'ailleurs, voilà, c'était un peu caché par rapport à son travail à la Sorbonne, mais il a officiellement justement dévoilé un peu tout ça quand il est après à la retraite, etc. Et donc, j'avais lu son livre 15 jours avant d'en discuter avec Florence. C'est ça qui est incroyable, d'autant que Florence, son nom de famille n'a rien à voir avec Chauvin et elle ne parle jamais de tout ça au travail. Donc, c'était comme si… Enfin, la probabilité, moi, des fois, je me dis, je parle en termes de probabilité, je me dis, la probabilité que ce truc-là, il arrive, c'est impossible. Ah non, mais c'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai lu ce passage. J'ai fait, mais au niveau des statistiques, mais attends, il y a une chance sur combien que tu tombes sur la petite fille du professeur Rémi Chauvin. C'est ça. Là, j'ai trahi, j'ai dit, mais c'est pas possible. C'est incroyable, c'est beau en même temps. Moi, je trouve que oui. Ouais. C'est ça qui est drôle, c'est que je me dis, mais c'est comme si on me donnait à chaque fois comme le petit pousset, j'allais dire, qui avance et on lui met, voilà, il a les petits galets là, sur son chemin. Je dis, bah oui, bah tu vois, c'est bon chemin, c'est le bon chemin. Et vraiment, ma vie depuis, en fait, c'est ça. C'est des synchronicités, des infos qui arrivent, qui font sens, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que ça fait sens. Et en ça, pour moi, je me dis, OK, il y a une réalité, il y a vraiment, vraiment, vraiment cet invisible qui s'invite dans la matière, quoi. Et qui s'invite dans ma vie. Oui. Ça, tu l'as bien perçu. Mais en même temps, après ton expérience de mort imminente, ça a dû être dur quand même de reprendre ce métier, de réintégrer en tant qu'ingénieur dans une société comme ça. Je pense que c'est quand même assez un peu contradictoire, même avec ce que tu as vécu, quoi. Ça a dû être quand même difficile, même de l'intégrer, de la comprendre. Heureusement que tu as fait cette recherche par rapport au livre, mais quand même, tu as dû rester pendant plus d'1 an, je crois, pas en parler autour de toi, ou peut-être qu'à ta famille, ça a dû être quand même difficile pour toi. Oui, alors j'en ai parlé vraiment à très, très, très peu de personnes, à savoir des amis très, très proches, qui, je savais, ne me jugeraient pas, en fait. Parce que moi, j'avais vraiment peur qu'on me dise que, hop, là, j'étais un peu zinzin, quoi. J'en ai parlé également à un neurologue qui m'a écoutée sans me juger. Ça, j'ai vraiment apprécié. Alors, j'ai peu de réponse à mes questions, malheureusement. Mais voilà, et je me suis dit, mais finalement, personne n'a vraiment la réponse à mes questions. Et j'ai un ami canadien j'en parle dans le bouquin, ça aussi, c'est assez étonnant, qui avait vécu, en fait, une EMI lors d'un coma quelques années avant moi. Et en fait, à l'époque, il essayait déjà de m'en parler. Et moi, ayant une vision, c'était bien avant mon EMI que ce dont je te parle, j'avais une vision très matérialiste et je me suis dit non, et je voulais pas, je sais que je bloquais complètement. Donc, je ne voulais pas entendre ce qu'il me disait. Et d'ailleurs, il s'est vite arrêté de m'en parler. Et
Ensuite, à cette amie, quand j'ai vécu moi-même cette amie, qui n'avait rien à voir d'ailleurs avec son histoire, mais je me suis dit, mais c'est quoi ce truc, quoi? J'ai besoin d'en parler et je lui ai évoqué ce que j'ai vécu. Et c'est lui qui m'a parlé à ce moment-là, il s'est ouvert et il m'a dit, écoute, lis ces bouquins, etc., etc. Il m'a dit, c'est une autre réalité, il y a une existence à tout ça, t'es pas folle. Parce que moi, j'avais peur aussi d'être prise pour folle. Et par rapport à mon boulot, c'est sûr que c'est pas les choses dont tu parles au travail, quoi. On va dire qu'en plus, c'est de l'ordre de l'intime. Hein. Souvent, on te dit, parce que les gens peuvent connoter ça de manière religieuse. Je pense que ça n'a rien à voir avec la religion, à mon sens. Mais en tout cas, pour moi, hein, à mon sens. Mais qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. J'ai plein de trucs qui me viennent en même temps, là. C'est comme moi. Ça n'a rien de religieux, ça c'est sûr. Ça n'a rien du tout de religieux. Ouais. C'est sûr que tu as peur qu'on te prenne pour une folle. Ça, c'est oui. sûr. Et donc, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien le fait que tu aies pu, après, lire les livres, comprendre, l'accepter. Et l'accepter sans la rejeter. Parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, ton mental, lui, se rassurait en disant non, non, c'est rien. Tu vas reprendre ta vie comme avant, oublier ton expérience, que tu aurais pu faire. Hein. Mais tu as cet autre côté plus fort. Parce qu'en fin de compte, tu as dépassé un petit peu ce raisonnement en disant non, non, je veux comprendre, il y a quelque chose. Ce que j'ai vécu, c'est plus vrai que ma réalité. Parce qu'en fin de compte, notre réalité, qu'est-ce que c'est? Maintenant, quand tu as vécu ça, tu te dis, mais en fin de compte, on est vachement limité. Oui. Complètement, on est limité, effectivement, il y a vraiment cette autre réalité. Et quand tu as touché ça, cette autre réalité, en fait, tu ne peux plus voir ton quotidien de la même manière. Et donc, et en même temps, c'est compliqué de s'intégrer, de continuer à vivre dans une société qui rejette tous ces phénomènes, surtout en France. Bon, même si je trouve que les mentalités évoluent et c'est plutôt bien, il y a de plus en plus de chercheurs qui s'intéressent à ces phénomènes-là et aux EMI notamment. Donc, on sent que ça s'ouvre, mais n'empêche que il a fallu quand même s'accrocher, j'allais dire, pour essayer de comprendre, parce que moi j'aime bien, je suis quelqu'un j'ai besoin de comprendre et j'ai besoin que ce que j'ai comme info fasse sens, soit juste. Donc j'ai besoin de preuves et ils savent que là-haut je fonctionne comme ça et donc c'est très drôle parce que du coup on m'envoie des preuves en fait. C'est ça qui est assez rigolo dans ma vie, c'est que voilà, même en séance des fois quand je dis parfois il y a des trucs qui me viennent, des infos pour les gens, ça fait sens et pour eux c'est des preuves comme pour moi. J'ai besoin d'un feedback. Et ça c'est intéressant parce que ça me dit ok, ma pauvre fille, t'es pas complètement zinzin là, il y a bien des trucs qui se passent quoi. Mais voilà, j'aime bien garder les pieds sur terre et puis faire le lien avec là-haut quoi, qui est en nous aussi. Hein. C'est vrai, je dis en là-haut, mais c'est tout en nous en fait, hein. En nous et autour de nous. Ouais, voilà. Mais tu as gardé de toute façon cette reliance. Moi j'aime bien en plus quand tu parles de tes bizarreries parce qu'on sent que tu t'en amuses un moment. Oui. Et ça, parce que c'est vrai que c'est assez étonnant, on te répond. Tu poses une question et on te répond direct. Et puis pas des petites réponses, c'est quelque chose de flagrant, ça aussi. On ne peut pas dire que sinon c'est du hasard. Ah non, mais il faut tomber sur la personne, il faut tomber sur, enfin je sais pas, on met comme tu dis des cailloux blancs, mais c'est tellement, ça saute au visage. C'est des synchronicités qui sont vraiment incroyables. Oui. Puis tu t'en amuses. Et, moi, je m'en amuse parce qu'effectivement, alors je les ai appelés bizarreries parce que justement, je trouve que c'est mignon déjà comme mot. C'est sympathique, c'est gentil. Et ce qui est très drôle, c'est que quand tu regardes dans l'infiniment petit en physique quantique, il y a ce terme de bizarrerie qui existe en plus sur l'incompréhension qu'on a de ce qui se passe dans l'infiniment petit. Donc c'est assez marrant que ce terme-là, je me l'étais approprié avant même de savoir qu'on parlait vraiment de bizarrerie aussi dans l'infiniment petit. Donc c'est assez marrant. Mais oui, après moi j'ai un côté aussi où j'aime bien m'amuser et plus je suis dans cet état d'amusement et de joie, plus justement j'ai dit on me répond, enfin j'ai des signes qui arrivent, voilà. Alors après je pense que c'est une histoire de taux vibratoire, des choses comme ça, mais voilà. Et je sais qu'ils aiment bien s'amuser avec moi aussi là-haut, mais vraiment hein, j'ai des anecdotes. Ils ont beaucoup d'humour. Oui, ils ont de l'humour, vraiment.
Et ça, j'adore. Bah oui, ça c'est sûr. Et aussi ce que j'ai aimé, bon, il y a beaucoup de choses que j'ai aimé dans ton livre, hein, mais il y a aussi cette musique. Et cette musique que tu as entendue, Oui. je pense que tu n'as jamais retrouvée sur Terre. Non. On la retrouve pas dans toutes les expériences, mais il y a des expérienceurs qui en parlent de cette musique qui est assez incroyable, qui est magnifique, qui est presque qui disent que c'est des sons, des couleurs qui se mélangent. Enfin, mais toi, tu l'as entendu, qui émanait en fin de compte de ces êtres presque, non? Ou de ce lieu où tu es. Oui, de ce lieu, de ces êtres. C'est une musique que je n'ai jamais entendue, effectivement, sur Terre et qui est d'une pureté, mais à te traverser, quoi. Voilà, c'est quelque chose de magnifique, magnifique. Et moi, que je qualifie aujourd'hui de céleste, parce que je ne sais pas mettre d'autres mots dessus. Je ne sais pas si la musique des anges, j'en sais rien. Là, c'est de l'hypothèse que je fais. Hein. Mais j'aimerais, le jour où je partirai, là, définitivement, j'aimerais à nouveau être accueillie dans cette musique, en tout cas avec cette musique, vraiment. Ah ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et là, tu vois, je vais partager, voilà, je vais partager trois livres, trois couvertures de livres, et je vais te lire des passages où dans le premier livre de Vincent Hammin, qui aussi a fait une expérience de mort imminente, lui il dit en parlant de cette musique, une symphonie de sons mélodieux vous accompagne, vous berce et vous transcende à un point d'apaisement inégalé. Ouais. Ah, Et oui, ça me Nicole parle. Vont, c'est pareil, elle dit j'avais dans les oreilles une musique sublime, une symphonie d'une grande amplitude, d'une grande douceur et qui me faisait fondre d'amour. Et le professeur, enfin le docteur Eben Alexander, lui dit alors j'ai entendu un autre son, un son vivant comme la pièce de musique la plus riche, la plus complexe, la plus belle qu'on ait jamais entendue. Ouais. Et quand j'ai lu donc ton passage où tu parles de cette musique, bien sûr, j'ai repensé à ces livres-là et Oui. ça m'a donné des frissons. Quoi. Je me dis, Oui. qu'est-ce que j'aimerais l'entendre, parce qu'on pense à la musique classique. Bien sûr, il y a des musiques classiques qui sont très belles, mais on sent bien que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Ouais, c'est plus pur, j'allais dire plus pur que la musique classique encore. Mais ces passages que tu m'as lus, effectivement, me parlent beaucoup parce que j'allais dire, ça résonne complètement en moi par rapport à ce que j'ai vécu aussi, quoi. Et c'est vrai que c'est difficile de mettre des mots. Alors moi qui suis pas mélomane, je suis pas ni mélomane, ni artiste, ni littéraire, enfin voilà. Donc moi les mots, je les exprime comme ça vient, avec mon bagage aussi scientifique. Donc je ne peux pas, j'allais dire. Catégoriser précisément le type de musique. Voilà. Je peux dire que c'est pas du hard rock, ça c'est sûr. C'est pas du Michael Jackson non plus. Non plus du Beethoven. Mais c'est très compliqué. Oui, c'est sûr. C'est indescriptible. Je pense que c'est indescriptible. C'est difficile de mettre des mots là-dessus. Ouais, oui, un ressenti, mais plus qu'un ressenti, c'est vraiment, il y a vraiment une musique pour moi qui te transporte, Je viens. Ça doit être magnifique à entendre. Et donc après ton EMI, par contre, j'ai été étonnée, c'est que je crois que c'est 3 ans après, ton corps te lâche de nouveau. Oui. En 2007. Voilà, et on a l'impression que c'est pour t'amener plus loin. Comme si qu'il fallait que tu avais vécu cette EMI, mais qu'il fallait encore qu'on te donne cette expérience à vivre. Oui, alors effectivement, j'ai mon corps qui me lâche, mes jambes ne me portent plus, j'ai plus d'énergie dans les jambes, mon bras ne peut plus porter un pauvre verre d'eau, enfin voilà, j'ai des vertiges, perte d'équilibre, etc. Et je suis hospitalisée. On m'a cherché une sclérose en plaques. Donc, dès le départ, d'ailleurs, le médecin à l'interne, il me met c'est horrible cette histoire-là parce que c'est pas très délicat, je trouve, de dire ça à quelqu'un qui se demande ce qu'il a et puis lui balancer, bah voilà. Puis à l'époque, j'avais 30 ans, en 2007. Il m'a dit, bah voilà, vous avez 30 ans. Ah bah oui, vu ce que vous présentez, les symptômes, il m'avait fait quelques tests quand même.
vous avez probablement la sclérose en plaques et puis il met sur une chaise roulante, etc. Bon, ok. Oups. C'est pas très délicat, on va dire. Et effectivement, je suis restée 15 jours hospitalisée en neuro au Val-de-Grâce. Et pendant qu'on me cherchait ce que j'avais, en fait, il y a un soir, j'étais dans mon lit et je m'en suis remis à là-haut, dans cet abandon. Alors, je parle vraiment de cette notion d'abandon. C'est pas le lâcher prise. Pour moi, le lâcher prise, il y a un peu une notion un peu. Alors déjà, je trouve que ça fait un peu développement personnel, mais c'est au-delà. On est d'accord, c'est au-delà du mental, mais c'est aussi s'en remettre à quelque chose de plus grand que soi. C'est marrant, c'est exactement ce que j'allais te dire, ça, s'en remettre à plus grand que soi. Oui. Et ce plus grand que soi qui sait qu'est-ce qui est bon pour toi, pour soi. Comme une ambulance qui dit, OK, moi là, c'est là que je dois aller, je sais que c'est là que je dois intervenir. Et du coup, c'est comme si tu lâches toi, petit être humain, j'allais dire tes doutes, tes peurs, tu lâches tout et tu dis, OK, en gros, allez-y, quoi. Allez-y, je ne sais pas faire. Et j'ai ressenti cet état de paix intérieure, enfin, qui m'a vraiment enveloppée, qui est un état particulier. Et je me suis endormie comme ça. Et le lendemain matin, je ressentais l'énergie qui recirculait dans mes jambes. Alors après, bien évidemment, il a fallu du temps pour que je récupère vraiment complètement. Il m'a fallu 1 an. Mais ce lendemain, cette matinée-là, pour moi, a une connotation un peu particulière où j'ai senti vraiment être aidée, être accompagnée pour que mon corps, en fait, retrouve le processus d'auto-guérison. Voilà, c'est vraiment, moi, je l'ai vécu comme ça. Je l'ai vraiment vécu comme ça. Et au point que d'ailleurs, les médecins, ils m'ont dit, voyons que j'allais mieux. Je commençais à nouveau à remarcher un petit peu. Je reprenais du poids parce que j'avais perdu du poids, etc. Ils m'ont demandé est-ce que je voulais des médicaments, etc. Et je dis, non, en fait. Voilà, je sens que je repars, quoi. Donc, j'avais eu une atteinte neurologique pour la petite histoire. Voilà. Donc, il y a eu quelque chose d'inexplicable, inexpliqué qui s'est passé. Enfin, pour moi, c'est l'aide de là-haut, clairement. Mais c'est compliqué. Encore une fois, c'est pas le rationnel. Non, ça n'a rien de rationnel. C'est ça qui est dingue. Moi, je l'ai trouvé aussi dans ce passage de ton livre, quand tu expliques ça, c'est qu'on sent qu'il y a une libération intérieure. C'est vraiment, comme tu dis, tu t'en remets à là-haut, mais on sent que tu te dis, allez, c'est bon, je me libère de tout. Tu lâches. C'est pour ça qu'on dit lâcher prise, mais je suis d'accord avec toi, il y a une connotation un petit peu développement personnel, mais on s'abandonne. On s'abandonne en ayant confiance, parce qu'il y a une confiance derrière tout ça. Oui, c'est ça. Il y a une confiance et il y a je dirais même plus que la confiance, il y a une foi. Et cette foi, pour moi, elle est essentielle vraiment pour, notamment dans les épreuves. Et puis il n'y a pas que dans les épreuves d'ailleurs, mais c'est comme si tu passes un voile. Tu vois ce que je veux dire? Tu traverses un voile et tu sais qu'il y a autre chose de beaucoup plus puissant que toi qui peut t'aider, qui sait agir, où agir, comment, et qui est la solution en fait. Et ça te dépasse complètement, toi, en tant que petit être humain, avec ton mental, avec tes peurs, tes croyances, tout ça. Il y a autre chose, il y a vraiment autre chose. Et cette évidence, c'est une foi qui est de l'ordre de l'évidence qu'il y a autre chose, voilà, qui est bienveillante en tout cas pour moi, tel que je l'ai vécu, et qui est salvatrice. Bien sûr, puis ça te permet de relativiser tous ces moments difficiles que tu peux traverser dans ta vie, tout ça. Je pense que, en fait, c'est ça, le MI, ça te fait prendre de la hauteur. Ce que je ressens, je n'ai jamais fait d'expérience de mort imminente, mais à force de lire les témoignages, il y a vraiment des choses qui s'inscrivent en moi en me disant, mais ouais, ça nous fait vraiment prendre de la hauteur, et puis on relativise je ne sais pas si c'est ça correctement, mais des petites difficultés du quotidien, quelques douleurs, quelques souffrances. On sort de ce côté un petit peu aussi de victimisation. On se dit, mais attends, c'est pas ça la vie. La vie nous demande à être à être en harmonie, à s'aimer. Enfin, moi, c'est tout ce que je...
je retiens de tous ces témoignages comme de mort imminente, comme du tien. C'est vraiment quelque chose qui nous parle, c'est un message qu'on nous transmet. Voilà, moi c'est Oui, comme ça que je prends tous ces témoignages. oui. Je pense qu'au-delà de notre mental, au-delà de nos émotions, au-delà de notre corps, notre apparence, etc., il y a cette trame de fond qui est l'amour. L'amour avec un grand A, hein, j'entends par là, qui est la vie. L'amour est la vie. Et tout ça ne fait qu'un. Et c'est ce qui nous porte. C'est ce vers quoi, d'où on vient et ce vers quoi on retourne. Mais on a aussi notre vie à vivre sur Terre et essayer d'exprimer du mieux qu'on peut notre amour pour nous, comme tu le dis, hein, l'amour aussi de soi et dans nos relations avec les autres et dans ce qu'on peut faire au sein de la société. Enfin, il y a vraiment toute cette dimension de sens. Au final, c'est quel sens je veux mettre à ma vie. C'est ça, ouais, tout à fait. C'est vraiment ça qu'on ressent dans tous ces témoignages. Et c'est ça qui est magnifique. Oui. Parce qu'en plus, pour moi, quand on dit oh oui, mais bon, ça part encore de la mort. Non, c'est pas. On dit d'expérience de mort imminente, mais pour moi, c'est des témoignages de vie. Il y a Oui. il y a la mort, mais parce qu'on dit la mort, mais il n'y a pas de mort. Quand on lit ces témoignages-là, il n'y a pas de mort. Pour moi, il n'y a pas de Exactement. mort. Exactement. En fait, la mort, c'est un état transitoire, j'allais dire, hein. Comme tu as l'eau qui est à l'état solide, liquide, gazeuse, hein, et ben c'est pareil, hein, tu vois, c'est trois états différents. Et ben nous, c'est pareil, on a l'état de biologique, j'allais dire, et puis l'état où la mort physique n'est pas la fin de la vie. On continue notre vie différemment et pas avec ces habits-là, avec ce corps, etc. Et en réalité, c'est un continuum. Il y a l'avant, le pendant, là c'est notre vie matérielle, et l'après. Et il y a cette notion, alors j'allais dire d'éternité, pas au sens religieux encore une fois du terme, hein, mais vraiment de continuum. Et ce on vit là sur Terre n'est qu'un bout de la réalité, mais vraiment un tout petit bout de la réalité, ce que d'ailleurs Trinh Xuan Tuan, qui est un astrophysicien, dit la réalité ultime. Enfin, les bouddhistes, souvent, ils disent la réalité ultime, qui est beaucoup plus large que celle qu'on perçoit là avec nos cinq sens. Hein. Ah bah oui, tout à fait. De toute façon, nos 500, on est très limité. Hein, et c'est là qu'on le ressent parce qu'en même temps, ouais, notre condition humaine, elle est vraiment limitée. Et j'aimais bien aussi, comme il disait l'écrivain, je ne sais pas si tu connais, Rainer Maria Rilke, qui disait « Nos sens par lesquels nous pouvons connaître le monde spirituel sont atrophiés ». Et c'est tout à fait ça. Je veux dire, quand on lit ton témoignage, on ressent ça. Même y compris quand tu as cette auto-guérison, on est tous capables de s'auto-guérir. Oui, oui. En fin de compte. Parce que moi, c'est ça, quand je lis ton témoignage, on a tout ça en nous. Il suffit de s'en remettre et puis d'avoir cette foi en nous aussi. Oui, oui, tout à fait. Pour moi, c'est une des clés hein, de vivre notre vie. C'est de ne pas se dire qu'on est tout seul à ramer comme le petit canard là, à la surface de l'eau. en apparence, il est calme, tranquille. Et puis en fait, il patauge en dessous, il essaie de rester à la surface. Là. Ben, c'est un peu l'être humain, là. Ça fait un peu ça. Pour moi, il y a vraiment cette notion de on n'est jamais seul, on est tout le temps aidé. Et on doit justement se connecter à ce plus grand que nous. Se connecter, mais j'allais dire, mais en permanence, quoi. C'est pas que dans certains moments, c'est en permanence hein, pour pouvoir, comme tu dis, lancer le processus d'auto-guérison, pour mieux vivre, pour être dans des relations peut-être plus harmonieuses, changer de point de vue aussi sur nos vies, etc., etc. Et c'est pas en dehors de nous, tout ça, c'est en nous. Et c'est ça qu'on oublie, on va chercher à l'extérieur dans des maîtres, des gourous, des machins, des nanas. Non, 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 moi je dis toujours revenez en vous là. C'est pas à l'extérieur de vous, c'est en vous. Et cette divinité, encore une fois sans connotation religieuse, elle est à l'intérieur de chaque être humain et de chaque être vivant même. Ouais. Voilà. C'est le message important que je veux faire passer aussi. Ah oui, complètement. Et tu le fais très bien passer, que ça soit ici ou dans ton livre. C'est vraiment cette reconnexion à soi. Oui. À soi et à tout ce qui nous entoure, mais vraiment tout, je veux dire, dans le monde, que ça soit, oui, c'est ça, l'invisible, le visible, ça fait un ensemble. Oui, on scinde beaucoup trop les choses. On scinde par rapport à
j'allais dire justement à la matière. Alors ça, j'aime bien expliquer ça. Bah tiens, attends, j'ai un petit, je sais pas si on va le voir, c'est un petit schéma que j'ai fait lors d'une conférence là, il y a quelques jours. Alors c'est bien évidemment très artisanal parce que je ne sais pas dessiner. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir. Voilà. Hop là. Ouais, si. Ouais, c'est bon. Attends, je vais reculer un petit peu. Peut-être qu'on voit comme ça. Donc, en fait, notre univers, il est composé de quoi? De 95%. Mais plus, voilà, vas-y. OK. Donc, tout ce qui est en noir, là, le camembert, la partie noire, c'est en fait ce qu'on appelle l'énergie noire et la matière noire. Donc, c'est quelque chose qui est absolument inconnu pour l'instant. Il y a beaucoup de chercheurs qui essaient de comprendre qu'est-ce que c'est, mais c'est un gros point d'interrogation. Et nous, notre matière là, dans laquelle on baigne, c'est la matière ordinaire. Elle ne représente que 5%. Donc déjà, 5%, c'est pas grand-chose, on est d'accord. Si maintenant, on zoome sur ces 5%, j'ai fait un autre petit schéma. Alors, tac, où est-ce que je l'ai mis? Alors, j'y arrive. Hop là. Voilà. Notre matière. Hop là. Voilà, ouais. Voilà. Donc, tout ce qui est… Donc, j'ai mis un tout petit point au centre. C'est 0,0001% de matière. Pardon. Hop là. Ouais. C'est mieux comme ça? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, le petit point qui est au centre, c'est pour vous tout simplement expliquer qu'on a 0,0001% de matière. Et le reste, tout ce qu'il y a tout autour, là, tout le blanc, là, c'est du vide à 99,99%. Donc, on imagine que notre manière de penser, quand on met tout ça en perspective, nous, à chaque fois, on se pense avec notre mental, avec la matière. Mais maintenant, si je change de point de vue et je regarde cette notion de vide, qui en fin de compte est en nous et autour de nous et qui est majoritaire, tout ça, c'est de l'invisible. Ce vide, il est invisible, il est plein d'informations. Et en réalité, c'est ça qui nous constitue. Et c'est ça, on a tendance à, tu vois, voir que les choses d'un point de vue qui est dire la matière, le dur, le machin et tout. Mais en fait, on se plante complètement. On se plante complètement. Non, tout à fait. Et on essaie, en plus, dans notre raisonnement en tant que scientifique matérialiste, on essaie de faire rentrer un océan dans un verre d'eau. Il y a un petit problème. C'est comme si tu imagines dans ton petit verre d'eau, tu mets un tout petit poisson rouge là dans son bocal, et qui essaie de comprendre ce qui se passe dans un océan. C'est impossible. L'océan, il y a des baleines, il y a des dauphins, il y a des grands poissons, etc., etc. Tout ça, il ne peut pas le comprendre de son point de vue. Et bien nous, en tant que scientifiques matérialistes, c'est exactement la même chose. C'est ça que moi je dis, les scientifiques matérialistes, alors je ne critique pas parce que j'étais moi-même dans cet état d'esprit avant. Mais par l'expérience et par ce qu'on sait aujourd'hui de la physique quantique et par tout ce qui est vécu par toutes les personnes, je dirais, qui peuvent percevoir des informations non rationnelles, etc., on se dit, mais il faut s'intéresser à ces phénomènes, il faut essayer de les comprendre. Pour moi, un bon scientifique, c'est un scientifique qui étudie l'expérience sans a priori et dans un doute sain. Ça ne veut pas dire tout prendre comme les choses elles viennent, là, de croire tout. C'est d'avancer à partir de l'expérience et donc de l'observation. C'est comme ça qu'on doit avancer et pas l'inverse. Si tu as déjà des a priori sur quelque chose, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas, j'allais dire, t'ouvrir l'esprit et faire qu'on avance sur la science, quoi. Voilà, c'est juste pour cette petite… J'aime bien ce petit dessin. C'est très clair. Puis en plus, ça apporte le fait qu'on s'intéresse, qu'on voit tout ça, ça mènerait même à des débuts d'explication. Parce que le vide, qui n'est pas vide, est information et énergie. Donc en même temps, on pourrait même comprendre après les énergéticiens. Cette énergie qu'on arrive à soigner, que ça soit même à distance. Tout à fait. On est encore en train de s'étonner de ça, mais non. Pourquoi s'étonner, puisque le vide n'est pas vide. Maintenant, c'est quand même prouvé. Enfin, je veux dire, c'est dit par plusieurs physiciens, scientifiques, que ce vide est fait d'informations et d'énergie. Oui.
Alors, le souci de la plupart des scientifiques, j'allais dire, moi, ce que j'appelle mainstream, hein, c'est un mot anglais, je suis désolée, mais ça veut dire la pensée voilà, actuelle, enfin, voilà, j'allais dire même presque bien pensante, universitaire, etc., qui est de dire, bah, non, non, on ne s'intéresse pas à ça, la physique quantique, ok, on va mettre tout ça en équation, ça va être des mathématiques, ça va être voilà, vraiment de la physique pure, mais on ne te mettra pas de conscience là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Il y a que pour moi des chercheurs un petit peu avancés, alors je pense à Philippe Guillemont notamment, ou d'autres. Il y a Marc-Henri également, professeur Marc-Henri, voilà, qui a une vision très très intéressante sur cette notion de vide, qui à mon sens font évoluer les choses. Mais moi, si je vais revoir mes anciens profs de physique en leur disant, bah voilà, voilà où on en est aujourd'hui, et puis voilà la conscience pour moi, elle est tout autour de nous, et il y a tout plein d'informations, ils vont me regarder des grands yeux en disant, bah, prouve-le-moi. Prouve-le-moi par équation. Ah oui, alors effectivement, mettre de la conscience là-dedans par équation, ça va être compliqué. Mais voilà, il y a un moment donné, il faut sortir de ce cadre aussi, ce référentiel qui n'est plus juste, qui n'est plus adapté, quoi. Ah oui, non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Tant qu'ils n'intégreront pas la notion de conscience, ils tourneront en rond. Pour moi, ils vont tourner en rond. Oui. C'est cette notion-là qu'il faut intégrer maintenant dans les sciences. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'elle est encore, enfin, de moins en moins. Je trouve quand même qu'on commence, enfin, il y a des physiciens, comme tu dis, Philippe Guimond, Marc-Henri, qui commencent vraiment à s'y intéresser, à prendre en considération que c'est d'abord la conscience. Oui, tout à fait. Qui est vraiment bien. Et qui est vraiment, vraiment. Puis toi, en plus, je veux dire, en termes d'énergie, tu l'as ressenti aussi. Parce que tu as vécu une expérience extrêmement touchante, moi, qui m'a beaucoup émue dans ton livre, avec ce motard. Oui. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et ça, moi, je trouve ça étonnant. Et même en même temps, ben, voilà, le fait, quand tu dis de toutes ces explications, de tous tes schémas, ben, on comprend ce qui s'est passé avec ce motard. Qu'est-ce qui t'a traversé? Alors, effectivement, pour moi, alors pour resituer le contexte, effectivement, c'était en 2008, en juillet 2008, le 17 même précisément, tu vois, c'est quand il y a des dates marquantes comme le MI, comme voilà. Et en fait, j'allais en réunion sur une centrale, peu importe, à propos d'une centrale, et il y avait en fait un motard qui s'était craché au sol. Donc, il avait heurté en fait une voiture, il avait été éjecté de sa moto contre un poteau et donc il s'est retrouvé au sol. La moto était à côté de lui, ça sentait très fort l'essence, l'huile, etc. Et je suis arrivée près de lui, j'ai fait ce qu'on appelle le bilan puisque je suis secouriste depuis mon EMI, formatrice, etc. Et en fait, il n'était pas conscient et il ne respirait pas. Donc, ce qu'on dit, nous, en secourisme, la personne ne respire pas. En fait, sous 30 secondes, son cœur s'arrête. Donc, moi, ça faisait déjà, je ne sais pas, peut-être 1 minute, 2 minutes qu'il était effectivement déjà inanimé au sol. Et donc, je suis intervenue. Et pour moi, il fallait faire un massage cardiaque. Ça pissait le sang sous le casque. Il avait une grosse hémorragie, etc. Et en fait, dans l'attente que les pompiers arrivent, puisqu'il y avait un monsieur qui prévenait les pompiers pendant ce temps, moi, je lui parlais, en fait, pour le rassurer. Et ça, c'est une chose très importante à faire quand on intervient sur une victime, toujours avoir des propos positifs parce que, comme on dit souvent, la personne peut nous entendre. Et en fait, à un moment donné, je suis rentrée dans une forme de panique complète parce que, encore une fois, je me trouvais face à une impuissance. Je ne pouvais pas faire de massage cardiaque. Je n'avais pas les ciseaux pour lui couper les lanières du sac à dos. Il était un petit peu comme ça sur le côté. Et donc, je m'en suis remise à là-haut. Je ne pouvais, encore une fois, tu sais, c'est comme quand tu sais que tu ne peux plus rien faire, à un moment donné, c'est en gros, bah, aidez-moi, je vous en supplie, quoi. Il y a vraiment cette notion de je suis incapable d'agir là, j'ai besoin d'aide. Et j'avais ma main posée sur le motard. Et je me suis... Alors, j'ai ressenti, c'est ça qui est super bizarre, c'est qu'à l'intérieur de moi, c'est comme si j'étais là sans être là. C'est-à-dire, j'étais à la fois actrice, c'est-à-dire présente, et en même temps observatrice de la scène, comme en décalé. Alors, je ne dis pas attention, hein, je n'ai pas fait de sortie de corps ou quoi, mais comme si j'étais dans un état bizarre, quoi, entre deux.
Et j'ai senti en fait subitement une énergie qui m'a traversé le bras et la main. Et quelques secondes après, sa respiration est repartie de manière mais hyper forte au niveau de son abdomen, alors que son abdomen ne bougeait absolument pas avant. Et au niveau de son casque, de sa bouche, il y a eu des gargouillis très importants. Donc, je me suis dit, ça y est, il re-respire. Il n'a pas repris conscience, mais il s'est mis à re-respirer. Donc, pour moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose encore une fois, qui n'est pas rationnel et que je ne peux pas expliquer par la raison. Alors, on peut dire, hypothèse, soit effectivement, il n'était pas complètement en arrêt cardio-respiratoire et finalement, il respirait très faiblement et sa respiration est repartie subitement. Pourquoi pas? Ça, c'est rationnel. Mais ce que je trouve quand même bizarre, c'est qu'il y a eu quand même cette énergie que j'ai ressentie et quelques secondes après, c'est reparti. Donc, pour moi, il y a eu quelque chose de là-haut qui est intervenu pour lui. Voilà. Qui a sauvé le motard. Parce que ce n'est pas moi qui ai sauvé le motard, c'est vraiment là-haut qui est venu sauver le motard à travers mon corps, parce que peut-être qu'il y avait besoin de cette matière organique que je représente pour pouvoir agir, je ne sais pas, c'est une hypothèse, mais c'est quelque chose qui pour moi a été extrêmement fort, extrêmement émouvant et dont je garde toujours une part de mystère en moi par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. Mais ça a transformé ce truc-là. Ah bah oui, il y a tout quoi, hein. Il y a de quoi. Puis de toute façon, on ressent encore ton émotion quand on t'écoute. Et puis en plus, quand je t'entends parler comme ça, pour moi, tu as eu la confirmation. Parce qu'après, quand tu lui as rendu visite à l'hôpital, pour moi, c'était quand même une confirmation ce qui s'est passé. Non? Tu parles de sa main qui m'a touchée, qui m'a caressée. J'ai trouvé ça pareil. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'aurait pas dû se passer dans l'état où il était. Oui, il était dans le coma. Alors effectivement, j'ai eu cette grande chance, mais vraiment cette énorme chance que le pompier, parce que j'ai rappelé le lendemain les pompiers, et sachant que j'avais été là faire les premiers secours, en fait, il m'a dit, écoutez, on vous l'a transporté à l'hôpital à Lariboisière. Je vous laisse le numéro de téléphone du service de réanimation. Mais adorable, hein, le pompier, vraiment, alors que normalement, ils ne doivent pas faire ça. Ouais. Moi, je ne suis pas de la famille, etc. Donc, il m'a dit, essayez quand même. Normalement, vous n'aurez pas d'infos n'étant pas de la famille. Mais il m'a dit, écoutez, essayez. J'ai appelé et effectivement, je suis tombée sur la responsable des infirmières et là, qui me dit non, mais attendez, vous n'êtes pas de la famille, on ne donne pas d'informations. Et là, je dis juste une citoyenne qui a fait les gestes de premier secours. Je l'avais finalisé après en PLS, donc je la mets sur le côté, une fois que j'avais vu qu'elle respirait correctement. Et elle me prend mon téléphone et je me dis, voilà, je sais juste qu'il est OK, il est encore en vie et puis c'est tout. En gros, attends rien d'autre comme information, quoi. Donc, voilà, on raccroche. Je la remercie bien évidemment. Déjà, pour moi, c'était énorme d'avoir ces informations-là. Et 2 heures plus tard, mon téléphone sonne et c'était la femme du motard, Christelle, qui m'appelle pour justement savoir si j'avais été témoin de l'accident. Et donc, elle me dit, écoutez, venez à l'hôpital voir mon mari, Stéphane, etc. Et en fait, on est resté en lien comme ça pendant pratiquement un an, un peu plus d'1 an. Et Stéphane est resté 6 mois dans le coma. Et effectivement, on reparlait à un moment donné, il y a une scène qui m'a aussi marquée. On était avec sa femme, Christelle, en train de rediscuter de la moto, de l'accident, etc. Parce que tous les deux faisaient beaucoup de moto. Et j'avais ma main dans la main de Stéphane. Et donc, on reparle de l'accident. Et son pouce m'a... Alors, je fais ça, je ne sais pas si on me voit bien à l'écran. Oui, très bien, oui. M'a caressé tout doucement ma main alors qu'il était dans le coma, quoi. C'est juste insensé. Ce qu'on disait à l'époque, c'était que dans le coma, les gens n'entendent pas, enfin voilà, c'est pas possible, etc. Chose qui est faux, complètement fausse. Donc pour moi, c'est comme s'il m'avait reconnu ma voix, où il était vraiment là avec nous, bien présent, bien qu'étant dans le coma, un bon coma. Mais il se manifestait de cette manière-là, quoi. Il me disait, c'est comme s'il me remerciait, il a reconnu ma voix, je ne sais pas. Mais il y a eu quelque chose de très, très fort aussi qui s'est passé à ce moment-là. Et
voilà, et moi je me dis, mais c'est pas possible, la conscience, encore une fois, n'est pas tributaire du cerveau, c'est pas possible. Il n'aurait pas pu faire ça. Non, il n'aurait pas pu. Non, 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 quand j'ai lu ce passage, non, j'ai dit, c'est pas possible. C'est impossible que quelqu'un qui soit plongé dans le coma comme il était, surtout qu'après, plus tard, il se réveille et puis qu'il ne reconnaît pas grand-chose. Oui, oui. Voilà, je veux dire, non. Oui. Malheureusement, effectivement, le choc a été tellement violent au cerveau, en fait. Hein. Il avait perdu beaucoup, beaucoup de sang, et notamment le liquide encéphalo-rachidien, que bon, bah, il a eu des grosses, grosses séquelles, et il n'était pas dans la capacité de reconnaître ce soit. Hein. Voilà. Donc, c'était un petit peu... Non, c'est pour ça, ça amène d'autant plus ce geste, voilà, c'est inexplicable. Et puis en même temps, pour moi, c'était une confirmation, parce qu'un remerciement pour dire, moi, je l'ai pris comme ça maintenant. Oui. Mais oui, oui. Pour moi, il y a eu aussi je suis là, quoi. C'est comme s'il me disait, je suis là, je suis là. Et ça a été un moment très émouvant pour moi, pour sa femme aussi. Voilà, il y a eu plein d'années, il y a eu une autre anecdote aussi pendant cette période à l'hôpital, mais ça a été fort pour moi. Et tout ça, j'en parlais pas forcément autour de moi. Il n'y a qu'un ami, d'ailleurs, peut-être, mon collègue de travail, Georges, je ne sais pas, je lui dirais de regarder l'émission, justement, parce qu'il connaît un petit peu tout ça, mon histoire. Je lui en parlais à l'époque. Je me souviens, on fermait la porte, c'est marrant, parce que juste, petite parenthèse, on fermait la porte du bureau pour discuter de tout ça. Et mes autres collègues devaient se dire, mais qu'est-ce qu'ils font tous les deux dans le bureau? Et on en rigolait avec Georges, parce qu'on parlait de tout ça, tous ces phénomènes-là, et ce qui s'était passé avec le motard. Donc, voilà, Georges pourrait témoigner de toute cette période-là. Voilà. Et puis après, de cette énergie, en fin de compte, tu as testé aussi ton énergie, parce que tu es revenu. Oui, tu as eu cette capacité qui s'est réveillée en toi, cette capacité de pouvoir soigner à travers cette énergie. En fait, ça m'a interrogée. Ce qui s'est passé avec le motard, je me suis dit, j'ai eu envie du coup de tester avec mes mains cette énergie que j'avais ressentie. Donc, je me suis amusée, j'allais dire. J'ai pris des citrons. Alors, comme je suis scientifique, je me suis dit, bon, on va prendre un citron témoin, un citron sur lequel je vais mettre mes mains pour aussi rassurer, encore une fois, mon cerveau rationnel. J'aime bien, je suis toujours dans ce protocole assez scientifique, mine de rien. Et effectivement, je me suis dit, bah oui, il se passe quelque chose. Là, le citron sur lequel j'ai mis mes mains n'a pas du tout la même tête que le citron qui a vieilli naturellement, en fait. Hein. Donc, je sentais qu'il se passait des choses. Et après, je me suis amusée, du coup, à m'exercer autour de moi, voilà, sur des amis, la famille, et à me rendre compte que ça faisait du bien. Voilà, ça faisait du bien. Et maintenant, tu es sophrologue, tu n'es plus du tout dans le domaine secteur énergie nucléaire. Là, maintenant. Alors, c'est ça, c'est de l'énergie nucléaire qui est passée de l'énergie, alors nucléaire aussi, mais d'une autre manière. D'une autre manière, voilà, c'est pas ça. C'est aussi, à mon sens, dans l'infiniment petit qu'il se passe des choses, mais avec la conscience, là, pour le coup. Effectivement, alors je me suis reconvertie en 2014 comme sophrologue. Alors, à l'époque, c'était pour moi une manière aussi un peu acceptable de quitter mon travail très rationnel, très normatif, les procédures, l'expertise, etc., vers quelque chose qui était plus humain, parce que je ressentais ce besoin en fait d'accompagner les personnes et d'aider en fait. Et puis j'étais plus en accord avec le milieu dans lequel j'étais, pour plein de raisons. Et donc, je me suis formée à la sophro. Alors, la sophro, on utilise des exercices de respiration, de contraction, relâchement musculaire et de visualisation. Mais je dois avouer que ça occupe pas la plupart de mon temps. Je fais plus des bzzzt, comme une amie, elle me dit, tu fais bzzzt. Et oui, c'est exactement ça. Je fais des bzzzt, c'est-à-dire des bizarreries avec mes mains. Et
même à distance, c'est-à-dire vraiment, il y a plus dans une dimension énergétique, là, pour le coup, et pas vraiment, et moins de sophro quand même. Hein, parce que pour moi, la sophro, bon, on reste quand même dans un mode très mental, alors qu'en énergétique, bah, il y a autre chose qui s'invite. Voilà, j'allais dire, c'est à trois, c'est-à-dire il y a la personne, il y a moi et il y a ce plus grand. Et ça, j'adore parce qu'il se passe souvent des belles choses, bien plus qu'en sophro. Il y a des infos qui viennent, alors que je contrôle pas. Hein, c'est pas systématique non plus, mais et puis il y a les personnes qui ressentent aussi des choses et qui évoluent vers non seulement un mieux-être, mais parfois il y a eu des cas de guérison qu'on ne comprend pas, quoi. Donc il se passe vraiment quelque chose et ça, je trouve que c'est intéressant parce que moi j'aimerais bien comprendre aussi ce qui se passe concrètement pendant les séances. Alors on peut constater que la température de la pièce souvent a tendance à diminuer, non pas qu'il se passe il y a des fantômes ou je sais pas quoi, bien que à mon sens il y a quand même quelques présences bienveillantes, mais voilà, j'aimerais bien comprendre d'un point de vue physique là pour le coup qu'est-ce qui se passe concrètement. Et c'était Carl Jung qui disait ça, que je ne sais plus exactement sa citation, mais en gros que l'avenir, comment c'était sa citation, en gros que c'est qu'on guérira en fait par l'invisible. Voilà, par cette aide, j'aurais dû retrouver cette citation, mais qu'on guérira dans le futur grâce à l'invisible, grâce à l'énergie, en fait. Hein. La guérison par voie invisible, voilà, quelque chose comme ça, immatériel, a de beaux jours devant elle. Et je pense qu'on va vers ça. C'est la nouvelle médecine, quoi. Ça, c'est oui, vraiment... oui. Pour moi, c'est complémentaire. Encore une fois, la médecine classique et traditionnelle, on va dire. On doit pas. Je trouve quand il y a quelque chose qui fonctionne, on devrait s'y intéresser. On devrait pouvoir relier les deux aspects et pas désunir d'un côté la médecine classique, de l'autre la médecine qu'on comprend pas. Hein, et c'est un peu dommage parce que ça commence à se faire, le fait que maintenant les hôpitaux s'ouvrent aux barreurs de feu. Oui. Donc ça commence, mais toujours voilà, par les pointes des pieds, on avance tout doucement. Et encore avant, c'était en catimini, on faisait rentrer des barreurs de feu. C'est vrai. C'est vrai voilà, ce que tu dis. Ça s'ouvre petit à petit. Puis en plus, moi, je trouve que il n'y a pas que la guérison physique aussi que tu amènes pour moi dans ces soins ou que les autres énergéticiens amènent aussi. Il y a aussi la guérison spirituelle parce que la personne qui va venir faire un soin, s'il y a quelque chose qui se passe en elle, elle va peut-être ressentir des choses qui va l'amener aussi à s'interroger. Donc moi aussi, il y a toujours ce côté aussi de guérison spirituelle dans le sens où on va se poser des questions. Oui, tout à fait. Et ça, c'est intéressant, effectivement, parce que il y a effectivement pas que le corps physique qui peut guérir ou aller mieux, il y a aussi toute une dimension émotionnelle, mais aussi spirituelle. Tu as tout à fait raison. Et notamment, bon, il y a eu ce cas d'une jeune femme que j'avais eue, qui avait fait une IMG, et j'en parle dans le livre parce que ça m'avait vraiment aussi moi-même beaucoup touchée, et qui était fermée en fait à tout ça. Hein. Elle était cartésienne, etc. Et pendant la séance, elle a vu de ses propres yeux, qui pourtant étaient fermés, la lumière qui se déplaçait avec moi. Et cette lumière, pour moi, c'était son bébé. Alors malheureusement parti à l'âge de 6 mois en IMG, interruption médicalisée de grossesse, qui était présent. Et moi, pendant cette séance, je sentais on me tirait les cheveux sur le dessus, quoi. Et en même temps, je ressentais de la joie. Et je me suis dit, est-ce que c'est le petit ou la petite qui est là ? Et oui, et à la fin, quand je laisse parler les personnes avant que moi je m'exprime, souvent, elle me dit, mais c'est bizarre. J'ai cru que vous mettiez un spot lumineux devant les yeux comme ça. Je dis, non. Je n'ai absolument pas de spot lumineux avec moi. Et effectivement, il y a quelque chose. Donc, pour elle, ça ouvre aussi des perspectives intéressantes sur voilà, la vie, la mort. Il y a autre chose. C'est chouette, quoi. Parce que moi, je me dis, on s'est tellement fermé, on s'est tellement coupé de toute cette dimension qui
qui est bienveillante pour nous. Voilà, faut démystifier un peu tout ça aussi. On a beaucoup de peur par rapport à la mort. Il y a un gros tabou. Qu'on doit transformer notre vision justement de la mort et donc de la vie et de se faire un allié de là-haut, de cet invisible qui est là pour nous aider. Après, il y en a qui vont mettre le mot de guide, d'ange, de machin, genre voilà, pourquoi pas, je sais pas, mais je trouve que la vie est quand même plus fluide quand on se laisse aider et pas qu'on est comme le petit canard là, en train de sous l'eau là, en train de patauger et d'essayer de se maintenir à flot et voilà. Et puis j'aime bien aussi juste donner cet exemple là, tu sais, des fois quand on vit des catastrophes, des drames voilà, de physique, de problèmes physiques ou de problèmes professionnels ou autres, etc. On dit non, mais je veux pas changer, je m'accroche à tout ça, je veux pas voir autre chose. On est là, c'est complètement le mental qui agit. Et en fait, c'est comme si on était dans un bateau qui est en train de couler. Sauf que, du coup, tu as tellement peur que tu restes agrippé à ton bateau et tu coules avec le bateau. Mais en fait, tu ne te rends pas compte que ce que tu crois être ton moyen de survie cause ta perte, puisqu'il t'emmène au fond de l'eau. Et dès que tu lâches le bateau, naturellement, ton corps remonte à la surface. Et en fait, tu te rends compte que des fois, il faut lâcher, mais vraiment lâcher, ce qui est une illusion. Pour, OK, il y a autre chose. Il y a vraiment autre chose. Voilà. Ouais, c'est ça. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Faut vraiment puis avoir la foi et puis sortir de ce système de... Parce qu'en plus, tu vois, c'est la question que je voulais te poser. Quel regard tu portes sur notre monde actuel? Parce que pour moi, c'est un monde pétri de peur. Oui. On n'ose même plus avancer. On a peur de l'inconnu, on a peur de tout. En fin de compte, il faudrait presque qu'on s'assure pour tout. Enfin, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment la peur qui nous domine. Et c'est dommage parce qu'on se ferme à tellement de choses. La vie, c'est pas ça. Enfin, pour moi, c'est pas ça. Oui, je te rejoins bien sûr. On vit dans un monde de peur, mais pourquoi? Alors, si on creuse un petit peu, c'est comment on a bâti notre société, et la société est basée sur la matière et sur la possession, sur l'avoir. Et le paraître et non l'être. Si on te dit demain, peut-être tu n'as pas besoin d'acheter une voiture à, je sais pas, à 50 000 euros, mais peut-être une à 10 000, ça te suffit. Que tu as tout simplement besoin pour vivre de respirer de l'air, de manger ton jardin potager, là, tu fais ton petit potager chez toi, que tu es beaucoup plus heureux à lire tes bouquins, comme sûrement tu le fais, qu'aller dans un boulot où ça n'a aucun sens pour toi, voilà, d'être en haut d'une tour. Oui, tu gagnes peut-être très bien ta vie, mais tu rentres chez toi le soir très, très tard, tu es fatigué. C'est un boulot qui je sais pas, qui n'a absolument aucun sens pour toi et où tu dors mal la nuit, etc. Mais on crée, en fait, la société est basée vraiment sur... Si tu perds ton boulot, attention, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas perdre, tu vas gagner moins d'argent, tu vas ceci, tu vas cela. On crée un système de peur artificiel pour maintenir les gens, j'allais dire, dans un mode de pensée qui est un mode de pensée aussi individualiste et donc de vouloir se protéger en permanence. Et c'est notre manière de penser qui ne colle pas avec cette approche-là, en fin de compte. Il y a plein de choses dont on n'a pas vraiment besoin. On se rend bien compte que l'environnement, on est en train de le détruire. Les animaux, la planète, on se détruit nous-mêmes. La nature, elle n'a pas besoin de l'être humain. Par contre, nous, on a besoin de la terre, on a besoin d'eau, on a besoin d'air, on a besoin de se nourrir à partir de la terre. Voilà, il faut revenir aux fondamentaux, j'allais dire. Il y a plein de choses, on n'en a pas besoin. Et effectivement, on est dans une perspective plus de destruction, à mon sens, aujourd'hui, que de construction, de partage, d'échange et d'entraide. Mais je pense qu'on y revient, on voit bien de revenir à tout ça sur des modes, j'allais dire, beaucoup plus locaux. Il y a beaucoup d'initiatives locales qui émergent et ça, c'est chouette parce qu'on échappe un petit peu au lobby, en fin de compte, qui sont très, très, très forts.
Oui, oui, oh oui, très puissant. c'est sûr. Mais on va y arriver. Pour moi, on fait tous Oui, un petit pas vers ça. On fait tous oui, le petit colibri. Voilà. oui, tout On à rappelle fait. tous quelque chose et puis on avance tous ensemble vers ce changement, vers Oui, ce nouveau monde. Pour moi, c'est une reconnexion parce qu'en fin de compte, on dit nouveau monde, mais parce qu'on a perdu, on s'est déconnecté de tout ça. Il suffit qu'on se reconnecte avec nous, déjà, de nous-mêmes, avec les autres et avec la nature, avec tout ce qui nous entoure. Et c'est comme oui, ça qu'on avancera tous ensemble à changer ce monde, tout à vers fait. plus d'amour, plus de liens, plus de respect. Et déjà rien que ça, Oui, ce serait déjà magnifique. oui. Tu veux pas te présenter aux prochaines élections présidentielles, je vote pour toi. Dans les élections, alors je vous invite tous à lire ces témoignages. Alors là, oui. Parce que, et c'est ce qu'un jour avait dit Kenneth Ring dans un livre du père François Brune. Il avait dit, il faudrait qu'un jour que tous les êtres humains fassent une EMI et vous verrez comment le monde changerait. Oui, c'est C'est vrai. sûr. Et je suis C'est sûre sûr. que, voilà. Mais quand on lit, déjà rien que quand on lit ce témoignage et les autres témoignages, on sent que quelque chose change en nous. Oui, Et c'est pour oui, ça que pour moi, je trouve que c'est très important. Donc c'est pour ça que je rappelle, je vais montrer à l'écran la couverture de ton livre pour que voilà, les auditeurs puissent le noter. Il faut vraiment lire ce livre ainsi que les autres expériences de mort imminente parce que je pense qu'il y a un message d'espoir et d'amour. Pour moi, c'est ce que j'ai ressenti qui nous invite à embellir notre vie sur cette terre parce que c'est à partir de cette vie-là qu'il faut vivre. Enfin, oui, c'est à partir, il faut être en harmonie avec nos pensées, nos actes, et comment dire, à se reconnecter à qui nous sommes, à qui nous sommes réellement. Parce que pour moi, c'est à partir de cette vie-là, c'est à partir d'ici et maintenant qu'on oui, construit notre éternité. oui. Enfin, moi, voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Florinette. La plupart des gens, alors c'est marrant parce qu'il y a quelques jours, il y a un monsieur qui m'a dit, ah mais alors, mais ça doit être fabuleux, mais moi j'ai qu'une envie, c'est en gros, c'est partir, c'est y aller. Je lui dis, ah mais non, non, mais vous avez du boulot à faire ici. L'EMI, elle a son intérêt, j'allais dire, à partir du moment où on transforme notre vie dans le quotidien. Pas, oui, on sait. Moi, j'ai eu des sortes de démonstration, d'un aperçu de ce qu'il y a après. Mais je veux dire, ça n'empêche pas que là, ma vie, j'essaie j'allais dire, d'apporter un petit peu ce là-haut dans le quotidien, d'aider à ma manière les gens, les autres. Donc, on a tous un boulot à faire sur Terre. Faut intégrer ça et voilà et ne pas remettre, j'allais dire, notre propre responsabilité en disant oh bah j'ai hâte d'être là-haut, oh bah non bah tant pis, non c'est foutu dans cette vie. Non 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 non, désolée, ça marche pas comme ça. Non, je suis bien d'accord. Ah ouais, non, non. Non, non, notre vie est importante. Ça, par contre, Oui, pour ça, quand on dit, ah oui, mais après, vous allez pousser les gens au suicide, pas du tout, pas du tout, parce non, que les gens qui se suicident vont partir avec une peur, vont partir avec leur acte. Pour moi, c'est, vu que tout est information, tout est pensée, on emmène tout ça de l'autre côté. On amène oui, toutes ces peurs. Et en fin de compte, si au contraire, on vit cette vie sur Terre dans le respect, dans l'amour de l'autre, dans cette harmonie ouais, comme je dis tout à l'heure, de nos pensées, de nos actes, c'est maintenant qu'on construit notre éternité. C'est pas tout à après. fait, C'est tout à maintenant. fait. Même le passage dans cet autre monde, c'est maintenant qu'on construit. C'est pas. J'ai travaillé en maison de retraite, j'ai vu les personnes âgées euh, avec cette peur au ventre, mais cette peur horrible de mourir, parce qu'en fin de compte, c'était la peur elle-même qui les faisait encore plus souffrir que ce qui les attendait après. Et quand moi aussi, tu vois, je faisais comme toi, je fermais la porte et je lisais. Je leur lisais quelques passages, je leur parlais des expériences de mort imminente et des personnes, je voyais qui se détendaient. Et j'ai eu une personne comme ça faisait 1 an et demi qu'elle était complètement paralysée en position fétale. Elle avait tellement peur de mourir
que quand je lui ai parlé de ces recherches que faisaient certains médecins, que les hypothèses qu'ils étaient amenées, les expériences de mort imminente, et j'ai vu qu'elle s'est détendue et elle est morte le lendemain. Je ne dis pas que... Mais je pense je pense que ça l'a apaisée. Elle s'est dit, oh, ben, si c'est ça, voilà. Et j'ai trouvé ça, ça m'a étonnée de voir cette femme. Ça m'a fait mal de la voir comme ça parce qu'on n'arrivait même plus à la nourrir. C'était à la petite cuillère et encore, elle avait les dents tellement serrées qu'on avait du mal à lui mettre la nourriture dans la bouche. Et ça faisait 1 an et demi qu'elle était comme ça. Et le fait rien que de lui parler de la mort, parce qu'en plus on ne parle pas de la mort. Alors là, c'est caché, c'est tabou, elle n'existe pas. Il ne faut surtout pas en parler. Alors que si on parlait de la mort comme on parle de la vie, eh ben, je pense que les gens partiraient plus paisiblement et non pas dans cette souffrance. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que la mort reste un tabou en France alors qu'elle ne devrait pas l'être parce que malheureusement, on va tous passer par là. Donc, je veux dire, c'est tous notre destin de mourir. Bon, ben voilà, au moins, on est tous sur un pied d'égalité à ce niveau-là. Donc, autant l'appréhender, autant essayer de mieux vivre, du coup, notre vie pour, comme tu dis, pour envisager aussi un passage beaucoup plus serein et de se dire que cette mort n'est qu'une illusion et voilà, c'est comme une voiture qu'on va quitter parce qu'elle est, accidentée, elle est trop usée, trop âgée, etc. Et on passe à autre chose. Mais oui, il y a tellement de gens qui ont tellement peur et il y a tellement de tabous autour de tout ça que je pense que c'est important de mettre à disposition l'information. Les gens, après, ils prennent ou ils prennent pas. Moi, c'est ce que je dis. Moi, je ne fais que témoigner. Je ne demande pas aux gens de me croire. C'est mon expérience, mon vécu qui m'a transformée, qui transforme aussi d'autres personnes autour de moi. Mais chacun fait son job, j'allais dire. À chacun son chemin, chacun a son petit bâton là de pèlerin. Et puis voilà, on avance comme on peut et avec qui on est. Donc, mais je me dis, c'est un peu dommage de se couper de cette belle partie de nous qui a accès aussi à toute cette information et qui donne énormément d'espoir. Énormément. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est un message d'espoir et d'amour. Oui, tout à fait. En tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup, Fabienne, d'avoir accepté mon invitation. Ça m'a fait tellement plaisir de pouvoir parler de ton expérience avec toi en direct. Merci, Florinette. Ah, on est en direct. Non, toutes les deux. D'accord, non, mais c'est une boutade. Ça m'a fait super plaisir et puis ça fait du bien. Moi aussi, moi aussi. Un témoignage comme le tien et puis voilà, de t'entendre parler de cette expérience, ça fait du bien. Ça, je sais pas, ça donne de l'énergie, ça donne de la joie et c'est ça qui est important. Remettons de la joie dans nos vies. Oui, la joie et l'émerveillement. Moi, c'est ce que je dis souvent, c'est l'émerveillement. Revenir à de la simplicité. Et s'émerveiller des petites choses. Et là, parce qu'on a tendance à vouloir... On a l'impression qu'on est déjà blasé de tout, en fait. C'est ça. Parce qu'on est dans un monde de possession. Donc, on est blasé de tout ce qu'on a. Mais non, regardez la nature. Juste la nature. Regardez. Il y a un mystère derrière tout ça. Il y a quand même un mystère. Et je pense que c'est important aussi de garder à l'esprit qu'on n'a pas réponse à tout, qu'on est vraiment très ignorant. Et qu'il y a un véritable mystère derrière nos vies. Et voilà, et ça, c'est pas nous, petits êtres humains, qui pouvons résoudre ça, quoi. Donc, on doit accepter ça aussi et justement se dire, il y a autre chose. Voilà. Et c'est ça qui est magnifique et magique en même temps. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Fabienne. Merci infiniment, Florinette. Merci à toi, vraiment. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Au revoir.